J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons la série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leur lettre de mission avec ce soir le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Seydou Asman. Je rappelle que vous êtes à la tête de ce département ministériel depuis plus de 18 mois. Nous marquons donc une pause aujourd'hui pour faire le bilan global de vos réalisations pendant cette période. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Commençons tout d'abord par cette question. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ou nous faire un état des lieux à date de l'activité commerciale du tissu industriel au Niger? D'abord le commerce et puis ensuite l'industrie. Merci vraiment pour cette occasion de me recevoir d'abord dans vos locaux et ensuite me permettre de me donner l'occasion par rapport à la mission qui nous a été confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, donc de rendre compte, effectivement conformément à la lettre de mission qu'il nous a confiée à la tête de ce département ministériel pour faire le bilan de nos 18 mois d'activité. Donc, c'est pour dire et d'aller dans le sens d'abord de le remercier par rapport à cette confiance qu'il a placée en notre modeste personne. Et aussi remercier le Premier ministre et tous les membres du gouvernement pour l'accompagnement et la collaboration dont nous avons bénéficié pendant ces 18 mois. Aussi remercier le peuple nigérien pour sa résilience, pour son engagement et surtout pour son esprit patriotique marqué à travers effectivement le soutien pendant ces 18 mois et dont il continue encore à observer. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des opérateurs économiques pour l'accompagnement qu'ils ont fait à travers l'engagement qu'ils ont pris effectivement de participer à toutes les actions allant dans le sens du développement de notre pays. Même si par ailleurs vous avez constaté à des moments... Il n'y a pas de respect de cet engagement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même si par ailleurs vous avez constaté certains esprits qui se sont permis à des moments effectivement de faire des crocs en jambes par rapport à certaines décisions des plus hautes autorités de notre pays. C'est pour dire que par rapport à la question que vous m'avez posée, et pour aller directement dans le sujet, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que avant tout, le Niger c'est un pays enclavé, dont sa position géographique fait de notre pays un pays qui est loin des ports où certains produits peuvent nous arriver sans aucune difficulté. Et ceci étant, et avec l'embargo dont notre pays a été victime, dont on connaît principalement la motivation et qui était à l'œuvre, c'est notamment la CEDEAO et bien sûr l'UMOA, et à travers eux, il faut voir bien que c'est la main de la France. Donc cela
a entraîné quelques difficultés liées à l'approvisionnement de notre pays en produits de première nécessité et bien sûr les produits pharmaceutiques. Maintenant, ça c'est dans le volet du commerce. D'accord. Quand on prend le volet industriel, c'est un volet pratiquement dont on peut dire qui est embryonnaire. Parce que c'est qu'il faut rappeler, le Niger, à un certain moment de son histoire, disposait bel et bien des unités industrielles. Tout à fait. Mais par le fait de certaines injonctions faites aux autorités d'antan, notamment les amenants, à procéder à la privatisation de ces sociétés. Au programme d'ajustement structurel. Exactement. Voilà. Donc nos sociétés se sont retrouvées toutes privatisées. Et donc malheureusement le résultat a été leur disparition aujourd'hui. Tout à fait. Et quand vous faites un tour aujourd'hui dans notre zone communément appelée la zone industrielle, c'est de larmes aux yeux que vous allez constater les dégâts qui ont été faits. C'est un cimetière. Tout à fait. Donc ce qu'il faut rappeler, malgré toutes ces sanctions, l'État, à travers notamment les engagements du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à faire de sorte que le Nigérien se retrouve dans les meilleures conditions, a pu survivre et surmonter toute cette période de difficulté, même si par ailleurs, au lendemain du 26 juillet, certains ont prédit que nous ne pouvons pas tenir 3 semaines. Tout à fait. Et Dieu merci, aujourd'hui, à travers ce qui se passe, ça fait la fierté des Nigériens. Tout à fait. Donc voilà l'état dans lequel, à notre arrivée, nous avons pris la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie. Monsieur le ministre, vous venez de faire un état des lieux, vraiment de l'activité commerciale et industrielle avant les événements du 26. Ça, on a bien compris. Maintenant, l'autre question, monsieur le ministre, depuis votre nomination au poste que vous occupez aujourd'hui, pouvez-vous nous dire très brièvement quelles sont les actions entreprises ou envisagées pour la promotion du commerce et de l'industrie au Niger? Ce qu'il faut préciser, il faut toujours rappeler le temps qui prévaut dans notre pays. C'est une période d'embargo total. Et cela, il faut le prendre au point de vue économique et même sécuritaire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, quand la décision de la CEDEAO a été prise de poser l'embargo à notre pays, notamment par la fermeture de notre principal corridor qui est le Bénin. Oui. C'est le port pratiquement le plus proche de notre pays. Cela étant, vous avez constaté qu'immédiatement, les mêmes acteurs ayant causé ces sanctions ont activé immédiatement l'insécurité à travers notre pays pour davantage asphyxier notre pays. Donc, pendant ce temps, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, exactement le 28 juillet, dans son message à la nation, a rassuré aussi bien les Nigériens que la communauté internationale du respect de tous les engagements. Bien sûr. Pour que notre pays reste, en tout cas dans la marche des pays qui gagnent. Et cela étant, nous avons immédiatement galvanisé par rapport à cette question, par le message, immédiatement entrepris des démarches. Ok. Cette démarche, c'est autour d'abord de nos propres frères, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, en faisant des rencontres, notamment pour amener l'opinion à maintenir le cap et à accompagner. Et cela a donné comme résultat la création de 11 000 entreprises par des jeunes et des femmes de notre pays, et cela dans tous les secteurs d'activité. Concomitamment à cela, nous avons aussi entrepris des rencontres à l'extérieur à travers tous les pays amis du Niger. Notamment, quand vous prenez, nous sommes rendus en Chine, nous sommes rendus en Russie, nous nous sommes rendus en Turquie, en Iran et bien d'autres pays. Et cela a donné comme résultat la création de 39 unités industrielles dans notre pays. D'accord. Ce qui n'est pas rien.
Et à cela, c'est qu'il faut retenir, c'est d'abord les investissements qui vont être faits, qui sont de l'ordre d'environ 365 milliards, et des créations d'emplois permanents pour notre jeunesse de plus de 2899 emplois permanents. Donc à cela, il faut rappeler effectivement l'effort fait par l'État, c'est celui d'accorder les exonérations à concurrence de 67 milliards de francs CFA. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la question. Et cela a été possible grâce à notre code d'investissement dont nous disposons. Et ce qu'il faut préciser, c'est le secteur effectivement où ces unités industrielles ont été créées. Ce sont notamment le secteur de l'aliment bétail, Oui. le secteur de la santé, le secteur des bâtiments et bien d'autres. Monsieur, par rapport aux exonérations, vous parlez de 67 milliards oui, exactement. Que l'État a concédé. Quel a été l'intérêt pour l'État? Bon, vous savez, à travers ces exonérations, c'est une sorte de participation de l'État dans les actions de ces entreprises. D'accord. Pour qu'elles soient réalisables, elles ont besoin d'accompagnement de l'État. C'est l'accompagnement de l'État. C'est l'accompagnement de l'État. D'accord. Donc, quand ça intervient, en fait, l'État tire beaucoup d'avantages là-dessus. Parce que dans tous les cas, c'est qu'il faut considérer. Certes, l'État, à travers ces exonérations, perd, mais quand on regarde dans la réalité, ce n'est pas une perte. Parce que ça nous permet d'avoir des jeunes à trouver des emplois autour de ces unités industrielles. Ça nous permet d'avoir les produits dont nous avons besoin sur notre territoire. Ça veut dire que les Nigériens, autour de ces unités industrielles qui vont être créées, vont tirer le maximum de bénéfices possibles. Et mieux, certes, dans l'immédiat, l'État perd en termes d'impôts. Bien sûr. Mais à long terme, l'État récupère parce que toutes ces structures vont payer des impôts. Et ça va générer des richesses. Elles se portent bien aujourd'hui, ces sociétés à qui on a accordé ces 7 milliards de. Elles se portent très bien parce que elles viennent de commencer. Donc je m'en vais vous dire. Certaines, quand vous prenez par exemple la société Niger Steel, qui fait le fer à béton, dont vous avez vu à un moment, on a participé d'abord à son installation. C'est ça. Et en plus, maintenant, à sa mise en route dans le cadre de la fabrication de ce fer à béton, qui est aujourd'hui la fierté des Nigériens sur l'ensemble du territoire national. Vous avez aussi des structures comme Tambari Trading qui font des nattes que vous voyez placées dans les nattes en plastique. C'est ça. Quand vous prenez par exemple Amana Agro, qui fait l'aliment bétail. Donc vraiment, c'est une liste de 39 unités industrielles qui ont été créées dans notre pays par rapport effectivement qui sont opérationnelles. Il y a 10 qui sont opérationnels aujourd'hui, 14 sont en voie de finition d'installation, et puis 13 qui sont sur le point d'être installés. Tout récemment, non pas basé tout à Niamey, c'est sur l'ensemble du territoire national. Vous avez certaines qui sont dans la région de Tawa, d'autres dans la région de Niamey, effectivement, et d'autres dans la région d'Agadez. Donc, à cela, c'est qu'il faut préciser, c'est en fait la lutte que nous menons contre le chômage. Parce qu'à travers cela, il faut voir effectivement l'apport que ces sociétés-là constituent pour notre pays. En termes d'emploi. En termes d'emploi. Vous pouvez même prendre l'exemple d'un pays, pas des moindres, d'ailleurs l'un des plus développés du monde. Quand il y a eu des élections et que le nouveau président est arrivé, la première des choses à demander, d'abord, c'est de taxer les produits qui sont importés chez lui. Bien sûr, bien sûr. Et il dit qu'il est prêt à détaxer tous ceux qui viennent investir chez lui. Ça veut dire quoi? C'est une manière de dire que nous sommes d'accord que les gens viennent créer des industries chez nous, mais nous ne sommes pas d'accord que les gens viennent nous amener des produits. Bien sûr. Et cela a un double sens. D'abord, il faut voir en termes d'investissement que ça fait dans les pays et en termes aussi d'emploi et d'apport de richesse à travers les paiements des impôts.
Donc l'État a beaucoup plus à gagner quand il fait venir des investisseurs chez lui, peut-être un pays qui ne fait que recevoir. Tout à fait. Donc c'est cette logique aujourd'hui que nous avons adoptée et dont nous pensons que d'ici peu, en tout cas, le Niger va être un pays industrialisé. D'accord. Parce que la volonté est là, celle du chef de l'État. Bien sûr. Monsieur le ministre, la fermeture du corridor Niger-Bénin a eu un fort impact, vous le savez très bien, sur le commerce dans notre pays. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures entreprises pour la résilience de l'activité commerciale au Niger, voire sa relance sur des bases nouvelles et durables? Ce qu'il faut dire, il faut toujours le situer, le Niger, dans le contexte qu'il est, c'est notamment celui de l'embargo, qui est sans égal dans tout ce que nous avons connu dans le monde. Ce qui a été fait au Niger est inédit, c'est-à-dire l'action qui a été entreprise était carrément de mettre, même pas le pays en chaos, mais qu'il disparaisse. Carrément. Carrément. D'accord. Donc c'est cela, en réalité, l'objectif visé par ceux qui l'ont initié. D'accord. Donc, à travers cela, la première des choses était d'abord la visite du chef de l'État en République togolaise. À Lomé. D'accord. Dont une forte délégation l'a accompagné et je faisais partie. Donc, lors de cette rencontre, donc, il a été question de comment il fallait trouver une solution pour ravitailler notre pays dans le sens d'aller à la satisfaction de tous ses besoins. Parce que de l'autre côté, le corridor qui était le plus proche, celui du Bénin, est fermé. Tout à fait. Donc, par la volonté, effectivement, des deux chefs de l'État, nous sommes parvenus à nous entendre et la République sœur du Togo a pris l'engagement, effectivement, d'offrir cette possibilité au Niger. Donc, après cela, personnellement, j'ai conduit une mission au Burkina, entouré d'un certain nombre de partenaires. D'abord, la Direction générale des douanes, c'est-à-dire pour dire le ministère de l'économie et des finances. Et des finances, tout à fait. À travers la Direction générale des douanes. Et aussi la Chambre de commerce et bien sûr les cadres techniques du ministère du Commerce et de l'Industrie. D'accord. Donc, au cours de ces rencontres, nous avons effectivement rencontré nos homologues du Burkina Faso, avec lesquels nous avons effectivement échangé, allant dans le sens de mettre la procédure la plus indiquée pour ravitailler le Niger en produits de première nécessité. Et à ce niveau, je peux vous assurer que nous avons trouvé en tout cas une attention particulière des autorités du Burkina Faso. D'accord. Voilà, donc après cela, il a été question, comme je l'ai dit tantôt aussi, de l'activation des attaques armées dans notre pays. Bien sûr. Nous avons renforcé la sécurité autour de notre pays. Oui. Et surtout autour de ce corridor, parce que dans tous les cas, on sait ce qui est Burkina. derrière. Tout à fait. C'est notamment les attaques armées. Donc après cela, donc, nous avons pris un autre arrêté, celui d'interdire l'exportation des riz paddy et des céréales, notamment le riz blanc, le mil, le maïs, le blé, etc., de les exporter à l'extérieur du Niger. Est-ce que cette décision-là est respectée? Cette décision a été bel et bien respectée. Parce que ce qu'il faut signaler à ce niveau, c'est vraiment tout un arsenal de contrôle qui a été mis en place. Au-delà des cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers notamment la brigade dont nous disposons, tous les autres ministères, surtout tous ceux qui sont en relation notamment avec la défense et la sécurité, ont été instruits. D'accord. Et ce qui a fait que pratiquement aujourd'hui, quand vous partez dans les contrées les plus éloignées, vous trouverez des céréales. C'est parce que les gens n'ont pas trouvé de possibilités pour les faire sortir. Et mieux, il nous est arrivé à des moments de faire des saisies, que ce soit par la brigade de contrôle du ministère du Commerce et de l'Industrie, comme aussi par les autres forces de défense et de sécurité. Au niveau des frontières. Au niveau des frontières. D'accord. Donc c'est vraiment une mesure qui fait son bon chemin
et dont nous pensons que cela a été possible grâce effectivement à l'apport de l'ensemble des acteurs. Parce que la mesure telle qu'elle a été prise, si de part et d'autre, chacun ne joue pas son rôle, c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés. Bien sûr, ce sera inapplicable. Voilà, mais aujourd'hui, vraiment, on peut s'estimer heureux, effectivement, qu'il y ait des produits au Niger et avec un prix pratiquement stable. Monsieur le ministre, parlant de ce corridor lancé, corridor Burkina-Niger, et vous avez parlé de l'insécurité qui règne dans cette zone. Et on sait que aussi l'État a mobilisé énormément de forces de défense et de sécurité pour acheminer ces vivres. On peut avoir une idée de comment cela a été organisé? Le ravitaillement du Niger en produits de première nécessité, notamment tous les produits que nous avons aujourd'hui sur le marché. Voilà. C'est fait, ou il se fait avec vraiment des moyens formidables. Voilà. Il faut voir à travers ces escortes organisées une utilisation très importante de nos forces de défense et de sécurité. C'est souvent, vous avez plus de 2000 à 3000 hommes qui assurent la sécurité, qui sont utilisés effectivement dans le cadre de l'escorte de nos produits. Et au-delà de ça aussi, il faut que les gens voient et perçoivent ce qu'ils consentent de faire, c'est de mettre leur vie en danger parce qu'à tout moment, bien sûr, ils font l'objet d'attaques par des bandits armés. C'est pour dire, par rapport à cela, que c'est des grands moyens et c'est jusqu'au sacrifice ultime que ce ravitaillement est fait. Et c'est pour cela que, à des moments, nous demandons au niveau des opérateurs économiques, à qui l'État n'a jamais demandé un franc. Par rapport à ça. Par rapport à cela. L'État assure seul. L'État assure seul par ses propres moyens. Parce que ça, c'est de la décision du chef de l'État. Pour une question de souveraineté, il a dit que l'État ne demandera à personne de contribuer par rapport à cela et qu'il prend l'engagement ferme que ça soit une réalité. Aujourd'hui, ça fait la fierté des Nigériens. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour dire à ces opérateurs économiques, du point de vue général, certains certes ont bien suivi, mais d'autres ont peiné à le faire, qu'ils ne peuvent pas payer le prix de ce qui est fait autour de ces escortes-là. Parce que c'est des vies que nous perdons là. Ah non, bien sûr. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. D'accord. Merci. Monsieur le ministre, on va poursuivre cet entretien. Comment développer des stratégies innovantes de commercialisation en vue de faciliter l'écoulement des produits agro-pastoraux en mettant l'accent sur le marché national ainsi que sur les opportunités qu'offre l'AES et notre continent en général? La première des choses d'abord, c'est d'identifier. C'est que la population produit. Elle est poussée à produire en grande quantité. Et par la suite, mettre autour d'eux des unités industrielles pour donner de la qualité à leurs produits. Et pour que cela y soit, le ministère du Commerce et de l'Industrie est intervenu. Elle continue à le faire autour de ses activités, à travers les actions menées par certaines de nos structures, telles que l'Agence de normalisation de métrologie et de certification et la NDPI. Pendant les 18 mois, nous avons eu à certifier environ 39 produits. Nous avons eu à vérifier plus de 4470 instruments de mesure à travers l'ensemble du territoire national. Nous avons mis au niveau de la Direction générale des douanes 3 unités pour pouvoir suivre la qualité des produits qui viennent à l'importation chez nous. Donc au-delà de ça aussi, nous avons une autre structure, l'ANDPI, elle qui labellise nos produits. L'Agence de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation. Exactement. L'OAPI comporte 17 pays membres. Nous sommes 17 à être membres de cette structure. Donc le premier acte à faire était de faire de sorte que nos produits soient acceptés au niveau de ces 17 pays-là. Et après cela, maintenant,
ça va atteindre le niveau de l'ensemble des pays africains, et pourquoi pas le monde. Monsieur le ministre, le gouvernement a pris récemment des mesures pour réduire les prix du ciment et du litre d'essence à la pompe. Qu'est-ce que vos services ont fait pour rendre effectives toutes ces mesures? On a vu qu'il y a des gens qui outrepassent cette décision et qui se permettent de vendre à leur guise ces produits. Ce qu'il faut dire d'abord pour ce qui est de la première mesure, c'est-à-dire celle de la réduction effectivement du prix du ciment. Là-dessus, ce qu'il faut dire, elle est intervenue suite aux grandes pluies que nous avons enregistrées et a engendré aussi bien des pertes en vie humaine que des habitations. Voilà. Et cela, dans le souci du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à accompagner les Nigériens, à les soulager dans leur vie quotidienne, donc à juger utile de prendre cette mesure pour faciliter à chacun de nous la possibilité de s'offrir un cadre décent d'habitation. Tout à fait. Donc quand la mesure a été prise, effectivement, il y a eu par la suite un arrêté conjoint qui a été pris entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère du commerce et de l'industrie pour fixer effectivement le prix de la tonne de ciment gris sur toute l'étendue du territoire national. C'est une décision concertée? C'est une décision concertée qui a été... avec les commerçants? Non, pas avec les commerçants parce qu'ils ne rentrent pas dans la chaîne. Mais c'est plutôt avec les industriels, les deux unités industrielles dont nous disposons. D'accord. Lors de la rencontre effectivement que nous avons faite autour de l'ensemble des différents acteurs, nous étions parvenus effectivement à trouver le cadre réel pouvant nous permettre de réduire le coût de ce ciment-là. Mais ce qu'il faut retenir, tout ce qui a été réduit n'est autre que ce que l'État perçoit. Il faut que les gens le comprennent. C'est la part de l'État qui a été concédée à la population en termes de paiement des impôts. Parce qu'autour de ces produits, quand ils sortent des usines, avant qu'ils ne soient mis en vente, on applique des impôts là-dessus. Bien sûr. Et ce sont ces impôts-là que l'État a complètement enlevés. Il faut que les gens le comprennent. Et c'est pour cela que je dis bien que l'État se donne les moyens de combattre tous ceux qui vont oser faire autre chose que de vendre ces produits-là au prix indiqué. Et cette mesure étant, avant sa mise en application, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une réticence. Les transporteurs, parce qu'ils rentrent dans la chaîne. Bien sûr. Parce que comme je l'ai dit, ces structures industrielles ne disposent pas suffisamment d'un parc automobile pour faire la desserte au niveau de l'ensemble de notre pays. Donc souvent, et d'ailleurs pour la plupart, il faut recours au privé pour faire ce transport. Donc nous avons effectivement trouvé de la résistance du côté des transporteurs dans l'application de la mesure. Ce qui nous a conduit à une rencontre avec les différents syndicats relevant de ce domaine. Et nous sommes parvenus effectivement à signer un accord les engageant effectivement à respecter cette mesure. Ceci étant donc, nous nous sommes rendus compte par le canal de nos brigades que nous avons mises en place, parce qu'il faut le rappeler, immédiatement que la mesure a été prise, nous avons activé nos différents services de contrôle sur l'ensemble du territoire. Donc, sur l'ensemble du territoire, ces contrôles sont faits nuit et jour. Et souvent, ce que je tiens à préciser, même les ventes sont faites en présence des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et cela a un double sens. Parce que dans le cadre de ce travail que nous menons tous les jours, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des esprits malins. Souvent, quand les camions rentrent,
il les détourne pour les amener au niveau de certains chantiers directement, dont tu ne dois pas bénéficier. Parce que cette mesure, quand elle a été prise, c'est pour les ménages. C'est qu'il faut signaler, cette mesure a provoqué une absence totale de l'importation du ciment vers le Niger. Pourquoi cela? Parce que notre ciment, il n'a pas d'égal en termes de Qualité. de la qualité d'abord et aussi au niveau du prix. Les prix, d'accord. Parce qu'aucun opérateur économique ne trouvera de l'intérêt à aller acheter du ciment ailleurs pour l'amener au Niger parce qu'il ne sera pas acheté. Bien sûr. Donc, de par cette mesure et la non-disponibilité du ciment importé, ça a créé une sorte d'engouement. Tout le monde veut la même chose à la fois. Ouais. Donc, d'où les difficultés au niveau de nos unités, de nos deux unités industrielles. Parce que c'est qu'il faut rappeler, dans le temps, les deux industries ne produisaient qu'environ 32 000 tonnes par mois. Mais du fait de cette mesure et de la non-disponibilité du ciment venant de l'extérieur, c'est-à-dire importé, ils étaient dans l'obligation de revoir leur production. Et nous sommes aujourd'hui pratiquement à 83 000 tonnes par mois. Donc ça veut dire qu'ils ont même pratiquement triplé leur production. Donc cela vraiment explique souvent la difficulté de certains à trouver effectivement ce ciment-là. C'est parce que la demande, elle est très forte. Et c'est sur les deux sociétés que les gens... C'est une demande à l'interne ou bien le produit est exporté? Non, le produit n'est pas exporté. Le 32,5 n'est pas exporté à l'extérieur. C'est plutôt le 42,5 qu'ils sont autorisés à exporter. Et tout cela va dans le sens des plus hautes autorités de notre pays à protéger nos unités industrielles. Vous vous êtes rendu compte, à un moment, nous avons fait des communiqués pour suspendre certains récalcitrants. Certains dont nous avons pris dans les filets qui s'offrent des comportements contraires à l'arrêté qui fixe les prix du ciment. D'accord. Monsieur le ministre, on l'a vu, effectivement, vous avez pris des mesures par rapport à la suspension. Mais une suspension de 15 jours ou même des mois, quel effet peut-elle avoir vraiment sur... Non, en fait, la mesure, c'est ce que la loi dit. Et ça peut aller au-delà de 5 ans jusqu'à une suspension définitive, mais c'est graduel. C'est graduel, ok. Donc c'est pour cela que nous avons pris ces mesures-là. Et mieux, elles sont accompagnées des sanctions financières. Des pénalités. Qui partent, on les a verbalisées, de 1 million à plus. Et cela a engendré dans le cours, tant que nous avons pris ces décisions, environ nous sommes à plus de 60 millions de verbalisations que nous avons pu récupérer au profit de l'État. Aussi, il faut préciser par la même occasion que nous avons aussi, par rapport à la mesure du ciment, dans le cadre de nos contrôles, épinglé aussi des grandes entreprises qui faufilent dedans pour se procurer effectivement de ces matières. Et là, nous n'hésitons pas à leur infliger vraiment des sanctions lourdes et mieux à saisir la Direction générale des impôts pour ouvrir des enquêtes. Et aussi, nous avons l'habitude de prendre des individus sur le fleuve avec notre 32,5 en direction de certains pays qui ont fermé leurs frontières contre les fraudes. Voilà, exactement. De l'exploitation de ce ciment 32. C'est quoi la différence de 32,5 là qui fait tellement... Bon, la différence, c'est que le 32,5, c'est le ciment qui est utilisé par tous ceux qui font des infrastructures à moindre coût, c'est-à-dire qui ne supportent pas des poids. Mais quand vous devrez construire un immeuble, là où on a besoin de résistance, il vous faut nécessairement avoir du 42,5. Et maintenant, par rapport à l'autre question, celle de l'essence, c'est qu'il faut préciser. Après la mesure, effectivement, de la réduction du prix du litre du gasoil et du litre d'essence à la pompe, nous avons mis en contribution notre direction, de nos directions, notamment la direction... l'Agence nationale de normalisation de météorologie. Que les Nigériens ont attendu depuis plus de 10 ans, cette réduction du prix de l'essence. Il faut le dire, il aura fallu l'arrivée du CNSP. Voilà, je vais en venir là-dessus. Donc, nous avons mis notre structure sur le terrain
pour vérifier l'exactitude du respect de l'arrêté qui a été pris portant réduction du prix du carburant à la pompe. Et cela, en un temps record, ils ont parcouru l'ensemble des stations d'essence sur notre territoire. D'accord. Et cela a un double sens. D'abord, de voir si l'état des pompes est bon. C'est-à-dire, est-ce que ces pompes qui sont utilisées dans le cadre de la distribution sont en bon état? Et en plus, est-ce que les prix sont respectés? D'accord. Et par rapport à la mesure, et d'ailleurs les deux, il faut dire que ce sont des mesures qui constituaient des revendications, des souhaits des Nigériens. Des attentes fortes, quoi. Voilà, des attentes fortes que les Nigériens souhaitaient que ces prix soient réduits. Bien sûr. Mais ce qui a été un casse-tête dans le passé pour toutes les autorités. Et je rappelle que par rapport au ciment, qu'il y a certains pays, amis du Niger, qui nous ont approchés pour nous demander et nous poser des questions comment on est parvenu à réduire le coût du ciment. Le coût du ciment, ah oui. Parce qu'ils veulent aussi que ça soit instauré chez eux. Ouais, voilà, exact. Mais jusqu'à cette date, en tout cas avec tous les échanges que nous avons eus avec nos homologues de ces pays, ces mesures-là ne sont pas prises parce que ce sont des mesures difficiles à prendre. Ouais. C'est des coûts réels où l'État perçoit d'énormes recettes que l'État concède. Ouais. Vous voyez. Et c'est le cas aussi, à rappel de ces unités industrielles que nous sommes là en train de faire venir au Niger. Il faut que les gens voient à travers cela des énormes sacrifices consentis par l'État. Parce qu'à travers ces investissements qui sont faits, c'est des énormes recettes fiscales que l'État perd à travers ces ignorations. Mais, à regarder à court et long terme, on gagne. Parce que imaginez un peu si ces aventuriers avaient un pays qui était solidement industrialisé, où tous les jeunes avaient des emplois, je vous assure qu'ils ne trouveront pas qu'ils vont envoyer dans les... dans le terrorisme, sauf si c'est leur enfant qu'ils vont envoyer. Les terroristes, par exemple. Voilà. Tout à fait. Sauf si c'est leur enfant qu'ils vont envoyer, et je suis sûr qu'ils ne le feront pas. D'accord. Donc voilà des questions sur lesquelles il faut bel et bien attirer l'attention de tous les Nigériens pour qu'ils comprennent les efforts que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie consent pour améliorer le cadre de vie de tous les Nigériens. C'est important. Vous l'avez bien dit, la mesure du ciment, que ça fait longtemps, effectivement ça fait 12 ans que les Nigériens cherchaient à ce que cette mesure de diminution de prix intervienne, mais il n'a fallu que cette période, à l'arrivée du CNSP pour que ça y soit. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter et puis encourager le chef de l'État dans cette quête de souveraineté, parce que c'est ça la souveraineté, parce qu'aujourd'hui, à travers ces décisions, ce sont les Nigériens qui tirent profit de cela. Tout à fait. Et qui sont félicités des décisions, parce que nous, on a pu le constater sur l'ensemble du pays, dans toutes les régions où on a été pour le grand débat, les gens appréciaient beaucoup cette mesure. Exactement. Et du prix d'essence et du ciment. Monsieur le ministre, on va poursuivre cet entretien. Et, monsieur le ministre, suite à l'embargo imposé par la CEDEAO à notre pays, de nombreux produits de consommation courante et des denrées alimentaires ont connu une hausse vertigineuse. Qu'est-ce que votre département ministériel fait pour lutter contre la vie chère? Je m'en vais d'abord vous dire qu'il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel nous nous trouvons et qui continue à l'être aujourd'hui du fait de l'embargo qui a été imposé. Donc c'est à travers cela que, quand c'était intervenu, le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait comme première chose d'abord, c'était celui d'évaluer ce que nous disposons au point de vue alimentaire. D'accord. Parce qu'il fallait d'abord commencer par là avant d'attaquer tout autre sujet. Bien sûr. Et cela, après cet état de situation établi, nous avons délivré une vingtaine d'autorisations spéciales à des importateurs pour nous amener du riz. Le riz. Le riz, environ 600 000 tonnes. D'accord. Donc cela étant,
Donc, nous avons pensé que cette quantité pouvait suffire pour accompagner les Nigériens. Et au même moment, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a décidé d'octroyer à la société riz du Niger environ 4 milliards de francs CFA pour se procurer du riz paddy. D'accord, paddy. Le transformer et le mettre à la disposition de la population. Et à travers cette opération, c'est environ plus de 9000 tonnes de riz blanc qui ont été transformés par Réni et mis à la disposition de la population. Nous avons aussi installé une nouvelle usine à Gaïa pour une capacité de 10 000 tonnes, une usine de transformation de riz paddy. Nous avons aussi installé sur l'ensemble du territoire national 18 points de vente de riz du Niger. Après cela, nous avons aussi envisagé, ça c'est dans le pipeline, de mettre en place au niveau de 4 régions du pays, 4 nouvelles unités de transformation du riz paddy, à Difa, à Magaria, à Madarumfa et puis à Douchi. Ça, c'est par rapport au volet transformation du riz. Parce qu'avec la grande irrigation, il va sans nul doute se préparer pour récupérer tout ce que nos vaillants producteurs vont produire. Au lieu de les laisser à la portée des personnes véreuses, c'est-à-dire ceux qui sont là à venir acheter. Et d'ailleurs, donc, je rappelle qu'un de nos grands voisins, et pas des moindres, à cause de l'insécurité qui sévit chez lui, et parce que la population n'arrive pas dans leur zone de production de cette céréale, n'arrive pas à produire, ils se rabattent au Niger. Bien sûr, ça on l'a vu. Pour acheter notre paddy. Donc, de par ces mesures, ça permet d'abord de racheter immédiatement après la production le paddy, et ça permet aussi aux producteurs de valoriser à bon prix, parce que quand on les laisse en jachère, les gens viennent acheter ça comme ils veulent. Mais si l'État prend le relais, c'est bien sûr dans une harmonie, c'est-à-dire de fixation des prix que l'État achète ces produits. Tout à fait. Donc, après le riz du Niger, du côté de l'OPVN, là, nous avons acquis, au titre de la réserve alimentaire stratégique, plus de 163 000 tonnes de céréales. Nous avons fait des achats de l'ordre de 43 000 tonnes, des achats directs auprès des producteurs cette année. Des achats directs auprès des producteurs de 43 000 tonnes. Et aussi, nous avons acquis... L'opération est finie? Elle continue. Elle continue. En fait, nous sommes en phase jusqu'à la saison de pluie prochaine. Donc, au niveau de l'OP20 toujours, nous avons acquis aussi 120 000 tonnes de riz blanc. Zanchang Assa, la Boussani dont vous avez participé avec nous, la vente à prix modéré sur l'ensemble du territoire national. Ça, ce sont des éléments très illustratifs. Et là, vous avez aussi, dans le même cadre, le pèlerinage. Aujourd'hui, les 2 éditions que nous avons organisées, il y a une diminution du prix du Hajj. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 105 000 francs, près de 105 000 francs, qui est venu en diminution par rapport au prix de l'année dernière, au prix passé. D'accord. Et par rapport aux 2 structures dont je vous ai parlé, notamment le cas de Réni et de l'OPVN, c'est qu'il faut dire là-dessus. D'accord. Pour le cas de Réni, c'est une société depuis sa création en 1965. Je dis bien en 1965 parce que c'est même les seules industries qui ont pu survivre. 60 ans. 60 environ. Par des prêts bancaires que cette structure-là se procurait les moyens de faire ses achats. Il a fallu, j'ai tenu à le préciser, parce qu'il n'a fallu qu'en 2023 et en 2024, pour voir cette structure être appuyée par l'État avec un montant de 4 milliards. Et pourtant, c'est une société d'État. Donc, c'est pour montrer, en fait, le regard que le président du CNSP a sur le peuple nigérien et sur les biens appartenant à l'État, parce que ça lui tient à cœur. D'accord. C'est par souci de faire fonctionner nos structures et de mettre à la disposition des Nigériens de tout ce dont ils ont besoin
qu'il a pris cette décision d'accompagner cette structure-là, c'est un acte bien sûr. très, très, très patriotique. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, on est à la veille du carême, hein, Ousmane l'a souligné tout à l'heure. Qu'est-ce que les populations peuvent espérer pendant cette période? Est-ce que, puisqu'on a vu chaque année quand même, vous-même en tant que ministre du Commerce, vous avez lancé un message en direction de ces commerçants pour pouvoir regarder cette situation et puis faciliter cet événement au niveau des populations. Qu'est-ce que cette année on peut espérer par rapport... Ce qu'il faut dire, oui. Ça fait quelque temps et donc je pense que vous avez été témoin. On a vu aussi au dernier conseil des ministres déjà le gouvernement appelé appel en direction de ces commerçants. Voilà, donc c'est en fait une démarche que nous avons prise depuis quelque temps, celle d'échanger directement avec les différentes parties concernées. D'accord. Parce que nous nous sommes rendus, comme je l'ai dit tantôt, à travers certaines décisions prises, certaines tentatives des uns et des autres à vouloir ne pas respecter les mesures. Nous nous sommes dit que cette fois-ci, ce qui sied, et surtout par rapport effectivement à la période qui s'annonce très bientôt, de Ramadan, de Ramadan. Donc c'est d'ouvrir des débats autour de cela. D'accord. Et cela nous a permis de rencontrer pratiquement tous les opérateurs économiques à travers leur structure. Donc pour échanger et demander à chacun d'entre eux, de par les produits qu'ils disposent, de nous décliner exactement ce qu'ils pensent appliquer comme prix. Voilà. Pendant ce mois béni de Ramadan. Tout à fait. Ceci étant, ils ont pris l'engagement effectivement de le faire et avant d'être ici sur ce plateau, effectivement nous avons pratiquement eu toutes les propositions de l'essentiel, en tout cas les importateurs les plus importants, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les grossistes les plus importants de notre pays, et ils se sont engagés effectivement à accompagner l'État et les citoyens nigériens pendant et après cette période. Il faut bien préciser parce que notre combat, c'est aussi bien cette période qu'après la période. Donc, je peux affirmer, en tout cas de part, les différentes propositions que ces opérateurs économiques nous ont déclinées, que nous n'arriverons pas à la surenchère. Les gens ne vont pas spéculer sur les prix. D'accord. Et comme vous me posez la question, je pense que par rapport au prix des denrées, moi c'est l'ensemble de la population, c'est-à-dire c'est toutes les parties prenantes que moi j'interpelle. D'accord. Parce que je pense que à travers ce que l'État fait, que l'État, vous l'avez dit, a consenti des gros efforts. Consenti des sacrifices. Voilà, des sacrifices. Ce qui est utile, c'est à ce que tout le monde se mette dans le même panier pour avoir la même vision. Parce que imaginez ces mesures qui sont prises. Si les gens constatent autour de ces mesures, il n'y a pas de respect, et qu'eux-mêmes ils contribuent parce qu'ils viennent acheter auprès de ces vendeurs-là, je pense qu'ils participent au non-respect de ces dispositions. Oui, donc c'est pour cela que j'invite les uns et les autres, tels qu'aujourd'hui les opérateurs économiques ont pris la décision d'accompagner, qu'eux aussi qu'ils le fassent, dans le sens quand ils constatent des tentatives de vouloir tricher ou faire autre chose, qu'ils dénoncent. Parce que c'est ça, effectivement, leur devoir et leur obligation. Je profite de cette occasion pour rassurer les Nigériens que sur l'ensemble du territoire, nous n'aurons pas, comme les années passées, même les ruptures, on n'aura pas. Parce que, d'ailleurs, je profite pour dire que nous avons fait une situation du point de vue général de nos stocks. Ce que nous avons de disponible, ce que nous avons en commande. Et cela nous permet d'avoir de l'espoir. Pour les stocks, nous avons suffisamment de stocks actuellement sur l'ensemble de notre territoire. Même le sucre? Le sucre, on en a tous les produits dont vous savez. Donc, je vais vous envoyer les éléments peut-être pour diffusion, pour informer l'opinion. Nous pensons que, en tout cas, pas pour le carême, au-delà de ça, vraiment nous avons suffisamment de stocks pour surmonter ces périodes-là. Et mieux, il faut rappeler que même le stock dont dispose l'OPVR, la situation que nous avons faite, c'est sans tenir compte
de stock dont dispose notre structure étatique et qui n'est pas de moindre. Pour le sucre, qui est très prisé pendant cette période, on peut avoir une idée du prix du carton du sucre, si vous l'avez déjà arrêté ou pas? Nous ne l'avons pas arrêté. Nous avons constaté que relativement les prix sont les mêmes et il n'y a pas... D'ailleurs, mieux, certains denrées sont même devenus moins chers que dans le passé. Ouais. Quand vous prenez le cas du riz, il y a même certains qui nous le proposent à 12 500, le sac de 25 kilos. Ce qui n'a jamais été le cas. C'est un prix dont nous avons fixé à 13 500. Oui. Mais aujourd'hui, qui est vendu à 12 500. Quand on a un tel prix, nous pensons de disponible sur le marché, on n'a pas besoin de fixer le prix. Mais plutôt, on doit axer nos efforts sur le respect de ces prix qu'eux-mêmes ils ont arrêtés. D'accord. Voilà. Quels sont vos rapports avec la Chambre du commerce et d'industrie, voire même dans une certaine mesure avec les réseaux des chambres d'agriculture du Niger, RECA, et la Chambre des métiers et d'artisanat? L'expression des bons rapports que nous entretenons avec ces différentes structures dont vous venez de citer est mieux. Pour le cas de la Chambre de commerce, c'est une structure dont son ministère de tutelle technique, c'est le ministère du commerce et de l'industrie. Donc il va sans nul doute être question pour nous de dire que les relations sont bonnes. Et pour preuve, aussi bien que ce soit la chambre de commerce comme les autres chambres, régulièrement, nous tenons des réunions ensemble. Régulièrement, quand il nous arrive d'être invités à l'extérieur, par exemple, à des forums, à des rencontres internationales, ils font partie prenante de ces rencontres-là. Donc, d'où la volonté autour de nous de faire de sorte que toutes les structures, autant qu'elles soient, même pas dans le cadre de mon département ministériel, au-delà de mon département ministériel, nous échangeons parce que nous considérons que toutes les parties prenantes concourent dans le cadre de ce que nous menons comme activité, notamment le commerce, parce que d'une manière ou d'une autre, les uns et les autres font du commerce. Monsieur le ministre, on a assez souvent parlé de la création des pôles industriels. Que faut-il faire pour soutenir la création des pôles agro-silvopastoraux industriels pour la transformation des produits agricoles visant à valoriser les cultures industrielles et réduire de manière significative les importations? Parce que tout à l'heure, vous avez précisé, pour le riz, c'est quand même des milliards et des milliards qui sont investis pour importer le riz, même s'il y a le programme de la grande irrigation, sans doute qui va compenser ce manque à gagner. La première des choses, c'est d'identifier la nature des produits qui sont produits en fonction des réalités de nos régions. Donc, identification faite, on doit les pousser à produire beaucoup. Et c'est effectivement là où intervient la grande irrigation quand on regarde tous les investissements qui sont faits. C'est pour amener les producteurs à en produire suffisamment. Et après cela, nous devrons mettre des unités industrielles autour de ces productions-là faites. Cela va dans le sens d'abord de leur permettre d'avoir des produits de qualité. Et en plus, ça va leur permettre de valoriser ce qui est fait, ce qui est produit. Donc, à travers cela, si ce processus est atteint, nous faisons intervenir nos services, notamment l'AMC, comme je l'ai tantôt dit, dans le cadre de l'encadrement, de la certification, de ceci, de cela, de leurs produits, comme aussi la NDPI. Donc, toutes ces structures concourent pour appuyer nos producteurs dans le sens, effectivement, de mettre des produits de bonne qualité. Et par la suite, maintenant, il faut qu'on crée des cadres où ils doivent les vendre. C'est-à-dire avoir le fruit de leur travail. Et pour que cela y soit, il faut créer des cadres formels. Donc, c'est des cas que vous avez comme, par exemple, certaines rencontres que nous organisons autour, effectivement, des producteurs. C'est notamment le cas du 100% Made in Niger. C'est le cas notamment de Consommons local. C'est le cas du FONAF et bien sûr le cas aussi de Sahel Niger. Donc, ce sont ces méthodes
que l'État entreprend, effectivement, pour pouvoir apporter notre contribution dans le cadre, effectivement, de l'épanouissement et du développement de nos productions. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous décliner les grandes lignes de votre politique industrielle et quels sont vos secteurs prioritaires dans le développement industriel au Niger? Notre première préoccupation d'abord, par rapport à la question, c'est de réhabiliter toutes les unités industrielles qui sont pratiquement aujourd'hui fermées, qui en réalité n'existent que de nom. Ouais. Le second point, c'est effectivement d'aller dans la création de nouvelles zones industrielles. Le troisième point, c'est celui de développer des pôles agro-silvopastoraux. Et enfin, maintenant, créer une sorte de cadre où la compétitivité va être au rendez-vous. Donc, tout cela, nous l'avons compilé dans un document que nous avons déposé au secrétaire général du gouvernement. Donc, pour adoption. Donc, c'est pour aller dans le même sens, en fait, que notre lettre d'émission. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises pour envisager en commun, dans le cadre de la Confédération AES, en ce qui concerne non seulement le commerce, mais aussi l'industrie? Donc, par rapport à cette question, c'est qu'il faut dire, effectivement, dans le cadre de l'AES, au mois d'octobre 2024, nous avons effectivement effectué une rencontre à Bamako, rencontre au cours de laquelle un document cadre a été signé autour des 3 ministres du commerce et de l'industrie, accompagnés des différentes chambres de commerce des 3 pays. Et après cela, nous avons aussi envisagé de créer une banque confédérale d'investissement. Aussi, comme troisième point, nous avons envisagé de créer une centrale d'achat des produits de première nécessité au niveau de chaque pays. Donc, au-delà de ça aussi, nous avons demandé, dans le cadre de la circulation des personnes et de leurs biens, de créer tout ce que ça comporte comme moyens. C'est notamment les routes, c'est notamment les chemins de fer, c'est notamment les compagnies aériennes, et aussi dans le domaine de l'électricité, comme dans le domaine aussi sécuritaire et le domaine énergétique. Donc tout cela vraiment a été des grandes décisions qui ont été prises dans le cadre effectivement de notre confédération. Et quelle sera votre stratégie pour mettre en place un cadre approprié de mesures, des résultats et d'appréciation de la performance de votre ministère? La meilleure stratégie ne peut être que notre lettre de mission. À partir du moment où elle a été réfléchie en fonction des attributions des uns et des autres. Bien sûr. Donc ce qui restait à nous, pendant qu'on était arrivé, c'était effectivement de la décliner au niveau des différents compartiments de notre département ministériel. Ceci étant fait, à chacune des directions, on lui a attribué ce qui doit lui être attaché. Donc pour qu'on puisse à un moment s'arrêter et regarder qu'est-ce qui a été fait. Évaluer. Et cela, je vais vous dire que quand nous avons effectivement reçu notre lettre de mission, c'est à cet exercice-là que nous sommes adonnés. Et les choses se sont bien passées parce que chacune des composantes a eu bel et bien sa lettre de mission aussi. Et régulièrement, les différents services se retrouvent pour faire le point. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, au même moment, nous avons mis nos services de contrôle. En action, ce sont notamment l'IGS, c'est notamment la direction des ressources humaines, pour pouvoir suivre au fur et à mesure l'exécution de notre lettre de mission. Donc voilà ce que je peux dire. Et cela est, à mon sens, le meilleur instrument pour pouvoir évaluer. Parce que c'est à travers ce qui nous a été confié et à travers ce que les gens ont fait que nous pouvons effectivement nous déterminer par rapport à notre lettre de mission. Effectivement, c'est ça la matière. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, quel sera votre mot de fin? C'est d'abord de vous remercier pour
ce travail que vous êtes là en train de faire, dont je constate la difficulté. Ah oui, voilà. Nous sommes loin, mais quand on vous voit de près, on se rend compte des énormes moyens que vous utilisez effectivement pour permettre à l'opinion nationale d'être informée du début à la fin merci. de ce que les uns et les autres sont là en train de faire. Merci. C'est vraiment un coup de chapeau que je vous offre, Merci. je vous lance. Merci. Et maintenant, je m'en vais rappeler aux uns et aux autres, surtout aux opérateurs économiques, qu'ils se mettent dans la réalité D'accord. pour regarder devant et derrière, pour savoir ce que l'État et ses compartiments sont là en train d'utiliser pour faire de sorte que chacun puisse mener à bien ses activités sans aucune difficulté. Depuis le 26. Depuis le 26. Ça, il faut le préciser. Parce qu'aujourd'hui, qu'on voit dans la situation où certains nous ont mis, s'adresse sur l'insécurité totale, qu'on voyait à chaque instant plus de 5 000, souvent 6 000 camions parcourir des milliers de kilomètres avec les moyens de bord dont on sait pertinemment que c'est avec les moyens mobilisés par les citoyens. Je dis bien les citoyens, c'est pour ça que j'interpelle parce qu'on a vu le les fonds de opérateurs solidarité économiques. qui contribue aussi. Voilà. Les moyens utilisés pour tracter ces marchandises jusqu'à destination dans les meilleures conditions. Je pense qu'aujourd'hui, même si on leur demande de céder gratuitement ces produits-là, ils seront en mesure de le faire. Parce que ce n'est pas pour toujours qu'on va leur demander de le faire. Bien sûr. Mais là, C'est circonstanciel. c'est circonstanciel. Là, on leur demande de tenir compte de ce facteur pour atténuer la souffrance des populations. de ceux qui n'ont pas les moyens. Tout à fait. Ça, c'est un message fort. Qu'ils comprennent que l'État ne leur demande aucun franc. L'État ne leur demande aucun moyen. Le seul moyen que l'État leur demande, c'est celui de l'accessibilité à ces produits-là par la population. D'accord. C'est-à-dire que ces produits soient accessibles Aux populations. aux populations. Qu'ils comprennent ce message. OK. Et mieux, c'est au sacrifice ultime que les forces de défense et de sécurité Ah oui, bien sûr. font ce travail. Tout à fait. Aujourd'hui, si on demande à un opérateur d'aller exposer sa vie là-bas, là, il ne le fera pas. Ah, il ne le fera pas. Donc c'est une manière pour moi de dire que OK. ce sont des difficultés que l'État surmonte. Des difficultés Parce que passagères. c'est son devoir de le faire. Ce sont des difficultés que l'État surmonte pour leur permettre, eux, d'exercer Leur leur activité. activité OK. sans aucune difficulté. D'accord. Et je leur demande, par rapport à ce mois Béni de Ramadan. béni de Ramadan qui vient, de faire de sorte, par rapport à tous les engagements qu'ils ont pris, je dis bien les engagements qu'ils ont pris, OK. de les respecter. D'accord. Et mieux, de maintenir ce cap, même après ce mois de Ramadan. Ramadan. Et aussi dire aux Nigériens, aux investisseurs, d'ailleurs, que notre pays, c'est une terre d'opportunité. Nous avons beaucoup de potentialités C'est ça. que les Nigériens, que des investisseurs d'ailleurs peuvent venir exploiter. Le Niger, c'est un pays qui dispose de beaucoup d'opportunités. Donc, favorable avec la volonté du chef de l'État pour cet élan et la volonté du peuple nigérien, nous pensons que nous pouvons effectivement surmonter tout. D'accord. Et mon mot de fin aussi, c'est de dire que bientôt, avec la grande irrigation, Oui, la grande irrigation. nous pensons que nous allons devenir un pays où il fera bon vivre. D'accord. Donc, Donc on n'aura plus l'occasion d'aller acheter du riz ailleurs. voilà, donc nous n'aurons plus l'occasion de nous rendre ailleurs Ouais. pour nous procurer de certains produits. Produits, Et tout d'ailleurs, donc je m'en vais dire qu'aujourd'hui,
nous commençons à être fiers parce que beaucoup de produits qui dans le passé sont importés ou dont nous voyons que dans les films et autres, aujourd'hui sont des réalités du Niger. D'accord. Et profiter de l'occasion pour remercier le peuple nigérien dans son ensemble. Okay. Parce que il a fait preuve d'un véritable engagement et de résilience. Qu'il continue. En tout cas, ce qui est sûr, l'avenir va être serein pour nous. Notre avenir est là que les Nigériens tireront un jour la fierté. Mais je n'oublierai pas aussi mes collègues du ministère du Commerce. Oui, bien sûr. Mes collaborateurs. Mes collaborateurs. Voilà. Je profite de cette occasion pour les remercier de tout ce qu'ils sont en train de faire. Nuit et jour. Nuit et jour. Les combats qu'ils sont là en train de mener dans le sens d'amener les Nigériens à vivre dans les meilleures conditions. C'est en parlant de cela que ça me donne certaines idées, mais je pense qu'on ne peut pas les réfléchir. Très bien. Merci, monsieur le ministre. On va finir comme ça, monsieur le ministre. Voilà, vraiment, je vous remercie merci bien. pour cet entretien. Merci pour toutes ces réponses. Merci. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Seydou Asuman. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.